le zonage, mettons qu'il te le permettrait. Mais j'irais pas mettre des plans pour un immeuble en béton. Parce que mon produit, même s'il est beau, même s'il est parfait, même si je vends mon terrain avec un excellent prix, bien, le développeur qui va venir me voir, il va me dire, Sophia, ton prix est bon, tes plans sont très beaux, mais moi, ça vaut pas la peine pour moi de le bâtir parce qu'il est où mon profit? Bienvenue à un tout nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier. La Pointe de l'immobilier, c'est un podcast dédié à l'immobilier multilogement, commercial, du terrain, du développement. Bref, on va naviguer à travers les niches de l'immobilier et aussi on va passer à travers l'entrepreneuriat et le mindset parce que je crois fondamentalement que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Sophia avec moi. Sophia qui est courtière chez PMML. Salut Sophia. Salut Samuel. Good. Sophia, on va parler aujourd'hui de terrain. Tu te spécialises dans le terrain et tu as une formation aussi en droit. Et puis, ça te sert beaucoup dans ton domaine. Fait que suivez ça, ça va être vraiment intéressant. On parle de terrain. Salut Sam, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue au podcast. Donc, Sophia, on travaille ensemble depuis quelques temps déjà. Donc, Sophia, tu es courtière immobilière chez PMML. Et puis, j'aimerais ça, dans le fond, rapidement, que tu te présentes. Moi, je te connais, mais notre auditoire ne te connaisse pas, puis je pense qu'on gagne à te connaître. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu fais chez PMML? Merci beaucoup pour l'invitation, Samuel. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Puis, dans le fond, moi, je me spécialise dans la vente de terrain. Donc, je suis courtier immobilier commercial et résidentiel. Je fais beaucoup plus de commercial. Je me spécialise dans le terrain. Moi, je suis de formation. J'ai été à l'université en sciences politiques. J'ai fait un baccalauréat en sciences politiques, un baccalauréat en droit. OK. Puis, ça a donné... Je pense aujourd'hui, le déclenchement vers la niche du terrain, le développement de terrain, l'accompagnement surtout de mes clients pour la vente et l'acquisition de terrain. Exactement. Fait que là, en droit, là, je comprends un peu d'où vient toute ta belle écriture quand que tu m'envoies une promesse d'achat. Puis avec toutes tes belles clauses qui sont vraiment bien faites. Écoute, ça n'a pas abouti la promesse d'achat, mais je me rappelle que tu avais bien travaillé la dernière. Puis honnêtement, là, j'aurais pas fait mieux, là, dans le sens, les virgules étaient en bonne place. Tout était vraiment bien fait. Fait que c'est de là que ça vient, là. Exactement. C'est ça mon petit, je dirais, ma petite force cachée. Puis c'est de là que vient un petit peu le déclenchement, comme on avait dit tantôt, le déclenchement, d'où ça vient. Moi, j'ai eu un moment déclencheur à l'âge de 19 ans. OK. J'étais dans mes premières études universitaires. Je faisais un baccalauréat en sciences politiques. Moi, je viens d'une famille qui ont fait beaucoup d'études en sciences politiques. Puis je voulais faire peut-être un petit peu le même parcours au début. J'ai fait ça, puis j'aimais beaucoup, mais en même temps, je me disais, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je vais aimer ça par la suite? Puis il y a un moment déclencheur qui est venu parce qu'à 19 ans, mon père m'a légué des terrains. OK. Il m'a légué des terrains, puis ces terrains-là, lui, il les avait achetés en 1979. Puis là, moi, j'avais 19 ans. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben oui, c'est ça. C'était des anciens terrains agricoles dans le temps, puis mon père, il n'a rien fait dessus, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis j'ai laissé passer un petit peu de temps, puis je te dirais que 2-3 ans après, j'embarquais directement dans mon baccalauréat en droit à l'UQAM. Puis on se cherche, on continue. Puis tu sais pas exactement qu'est-ce que tu veux faire. Là, exactement. Puis là, t'es comme, tu sais, quand j'ai commencé mon baccalauréat en droit à l'université, j'avais 23 ans. Fait que je me disais, OK, on embarque, on va voir qu'est-ce que ça va donner, où est-ce qu'on s'en va. Puis, en faisant mon bac, je te dirais, vers la 2e année, j'ai dit, coudonc, c'est peut-être le moment de voir qu'est-ce que je vais faire avec les terrains que mon père m'a légués. J'ai commencé à faire des recherches, tu sais, qu'est-ce que je peux faire dessus. Puis, à 23 ans, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec un terrain. Pour moi, c'était un terrain agricole, puis je commençais à m'imaginer que je vais bâtir ça, je vais mettre ça dessus, je vais développer ça. Puis là, pouf! J'apprends qu'est-ce qu'un zonage et qu'est-ce qu'un usage. OK. Puis là, je me dis, OK. Puis là, deux éléments importants. C'est ça. Puis j'étais en plein baccalauréat en droit, fait que j'avais beaucoup de notions juridiques pour faire des recherches puis comprendre tout ça. Puis là, je me rends compte que finalement, un terrain, on peut pas faire ce qu'on veut avec. Non. Puis finalement, un terrain,
on l'achète aujourd'hui, mais si on met de l'argent aujourd'hui dessus, il faut qu'on pense quel est le coût de l'opportunité aujourd'hui versus dans combien d'années on veut pouvoir l'utiliser. Puis dans combien de temps est-ce que ce terrain-là va pouvoir être rentable par rapport au coût que j'ai mis quand je l'ai acheté. Hey, c'est bon, ça. Je vois un parallèle avec l'immobilier, le multilogement, le drette là. Exact. Oh, ouais. Puis c'est là que je me suis dit, OK, fine. Qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain-là? Puis là, j'ai fait des recherches, j'ai commencé à voir les lois, etc. Puis là, je me suis rendu compte que ce terrain-là avait maintenant, au moment où est-ce que je faisais mes recherches, soit, je te dirais, 30-40 ans plus tard que mon père l'a acheté, ce terrain-là, maintenant, a un zonage de haute densité avec un zonage qui permet un usage hôtelier. Ah, wow, OK. Fait que là, je me suis dit, hey, mon père, il était allumé dans le temps. En 1979, il l'a acheté, il n'y avait rien dessus, il y avait des champs de maïs. OK. Tu sais? Fait que là, je me dis, OK, fait que là, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. C'est là qu'est née ma passion pour l'immobilier. Puis j'étais en train de terminer mes études en droit, puis je me suis dit, l'immobilier et le droit, ça fait juste bien aller ensemble. Puis pour moi, ça fait un. L'immobilier, droit, ça marche ensemble. Mais comment que ça peut encore mieux marcher ensemble? En faisant du terrain. Parce que le courtage immobilier, c'est beaucoup de droits, de lois, etc. Mais le terrain, c'est encore un autre level juridique. C'est un autre type d'accompagnement. Moi, je passe, je te dirais, 80% de ma journée avec mes clients à négocier, premièrement, à rédiger des clauses, à établir des stratégies, mais aussi en pensant tout le temps aux répercussions juridiques, aux conséquences juridiques, à telle clause, à l'autre clause. C'est ça, le terrain. Oui, c'est beaucoup plus élaboré juridiquement parlant qu'une transaction de multilogement. Fait que je me suis dit, c'est ça que je vais faire, c'est ça mon métier, c'est ça mon avenir. Mais en quoi, OK, parfait. Je suis en accord et en questionnement sur ce que tu viens de dire. En quoi c'est plus élaboré, le terrain, que le multi, en termes juridiques? Je vais te répondre à ça. Pourquoi c'est plus élaboré? Parce qu'au niveau du terrain, on a des négociations qui peuvent durer plusieurs mois. Oui, 100%. On a des négociations qui sont des négociations, souvent des négociations qui sont des conditions qui sont souvent très, très, très... qui ont des répercussions juridiques. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu différent par rapport au multilogement. Quoique dans le multilogement aussi, on a des négociations qui peuvent durer 2, 3, 4 semaines. Dans le terrain, la transaction, avant la promesse d'achat acceptée, mais même après la promesse d'achat acceptée, c'est de la continuelle négociation jusqu'au notaire. C'est de la continuelle rédaction de clauses et création de conditions. C'est pas les conditions qu'on va mettre aujourd'hui, on achète à un prix X avec des conditions X, Y, Z, puis on avance, on fait la vérification diligente, on rentre en processus de vérification. Il y a peut-être quelques conditions qui vont naître après la vérification. Mais dans le terrain, c'est continuellement ça. Mais même pendant le financement, on peut avoir des conditions qui vont se créer. On doit aussi prévoir certaines situations parce que ce qu'il faut comprendre, le terrain, c'est, je dirais, comment on dirait ça? On part from scratch. Ben oui, avant même qu'il y ait un immeuble, avant même qu'il y ait un bâtisse, c'est brut. C'est brut. Exactement. Il n'y a rien dessus, il n'y a même pas d'infra souvent. Exactement. Les conditions et les conditions de la réalisation d'une première promesse d'achat quand un acheteur achète un terrain peut définir un jour les règlements de la future bâtisse qui va être dessus. Aujourd'hui, moi, j'achète le terrain avec telle condition pour créer X, Y, Z projet. Ouais. Je le bâtis. Dans 10 ans, toi, tu viens, tu dois représenter ton acheteur. Bien, les conditions que moi, j'ai créées avec mon acheteur quand il a acheté le terrain, tu vas vivre avec dans ta transaction, toi, demain. Oui. Donc, c'est ça, le terrain. Puis, le terrain, c'est l'avenir. Fait que quand on fait une acquisition de terrain, que ce soit pour l'acheter aujourd'hui ou pour la développer dans 20 ans, il faut se dire, pourquoi je l'achète? Pour quelle raison? Est-ce que je l'achète parce que je veux le développer maintenant ou est-ce que je l'achète pour faire du land banking qu'on appelle? Ouais. Donc, c'est-à-dire acheter mon terrain, laisser ça pendant plusieurs années puis pouvoir avoir les fruits de ce que j'ai mis dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ouais, surtout, c'est un projet de densification dans un secteur X. On prend des secteurs qui sont déjà urbanisés. Oui. Puis que là, tu achètes le terrain qui est enclavé au plein milieu.
ben, toi, tu veux les autres à côté, tu vas l'acheter parce que tu as besoin des autres à côté, puis tu vas y aller une étape à la fois jusqu'à temps que tu aies ton pied carré que tu as besoin pour faire ce que tu veux. Tu sais. Exactement. Exactement. Ça, c'est un exemple. Puis, il y a aussi des gens qui me disent, Sophia, moi, je veux commencer à acheter du terrain parce que je veux avoir, d'ici 10-15 ans, beaucoup de terrain à développer. Mm-hmm. C'est bien beau acheter du terrain, mais il faut penser comment l'acheter. Okay. Où l'acheter. Quel type de développement tu veux faire dans 10 ans? Quel type d'investissement tu veux qu'est-ce que tu veux comme rentabilité sur ce que tu as mis? Parce que acheter du terrain, on sait très bien, le financement d'un terrain, c'est quasi impossible, sauf avec certains prêts et financements créatifs. Oui, exact. Donc, il faut prendre en ligne de compte qu'un acquéreur de terrain va devoir injecter une liquidité énorme par rapport à un même investisseur qui va le faire en multilogement, qui, lui, va pouvoir bénéficier de plusieurs types de prêts conventionnels, assurés, etc. Fait que les acquéreurs de terrain, souvent, les gros acquéreurs de terrain qui vont acheter des terrains de grosse envergure sont des fonds d'investissement. Oui. Qui ont les liquidités. Exactement. Puis c'est ça qu'on voit actuellement. En 2023, aujourd'hui, dans la situation actuelle, je te dirais depuis mars 2023, les acquéreurs qui continuent à acquérir sur le marché actuel pour du terrain, c'est les gros joueurs. Okay. C'est les fonds d'investissement. C'est les gens qui ont beaucoup de liquidités. Monsieur, madame, tout le monde ont un peu freiné. Continuent à acquérir, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus eux qui sont en train de se placer. Ouais, c'est ça. Sur le marché. J'imagine que tu le vois aussi de ton côté. Oui, c'est ça. Je vois beaucoup de parallèles avec le multi en ce moment, là, de ce que tu me dis. Là. Tu sais, c'est ça. La situation qu'on vit, ça augmente les liquidités nécessaires à l'achat d'un projet. Puis c'est pas plus différent dans le terrain ou dans le développement. Là. Non, pas du tout. C'est dans la même situation. À la limite, c'est pire. Dans le sens que le terrain, il se finançait déjà pas à la base. Là. Exact. Fait que là, tu peux pas financer le terrain. Ton coût, ton bridge, dans le fond, là, tu vas avoir un bridge, mais là, il faut que tu calcules tes take-out comme il faut. Là, on parle de si je veux bâtir un immeuble dessus. Oui. Là, si tu fais de land banking, c'est une autre histoire. Là. Mais si tu veux bâtir, justement, aujourd'hui, en plus de devoir injecter de la liquidité pour acheter, en plus de devoir prendre un bridge avec un certain taux d'intérêt pour pouvoir développer un prêt de construction, les taux d'intérêt étant élevés dans un marché conventionnel, vont l'être beaucoup plus dans une situation de développement de terrain. Ben oui. Puis c'est là que je voulais venir au sujet de quand on achète un terrain et quand on vise pouvoir faire un développement dessus. Puis là, je parle peut-être aux investisseurs et aux développeurs immobiliers qui vont développer des projets. Je travaille avec beaucoup de clients de ce type-là qui vont développer des projets et vendre avec plan. Moi, je leur conseille toujours, restez à l'affût des programmes, restez à l'affût de ce que les acheteurs veulent. Ben oui. Parce que ce que vous allez bâtir, votre vision n'est pas nécessairement la vision de l'acquéreur. Exactement. Et c'est ça qui donne des produits, Sam, qui sont bien vendeurs. Versus un produit qui est super bien positionné, qui est dans un beau secteur, qui vaut la peine. Puis des fois, même les vendeurs s'étonnent. Les prix sont bons, oui, mais le développement que tu as fait dessus n'est pas nécessairement le développement qui, aujourd'hui, dans le marché, est concurrent. J'avais un terrain, justement, à vendre comme ça. Puis le projet, il était vraiment insane. Il était vraiment beau. Mais c'était pas un 4 côtés briques, là, mettons. Là. Ouais. Il y avait beaucoup d'architecture là, spéciale avec... c'était pas standard. Fait que là, il était pricé un petit peu plus élevé, mais il aurait pu être correct s'il avait été plus standard. Fait que, tout ça pour dire que les coûts de construction étaient ben trop élevés. C'est parce que le gars, c'était un projet unique là, qu'il voulait faire. Là, avec aucun logement presque qui était pareil. C'était toutes des dimensions différentes. Puis ça coûte cher à bâtir, ça. Là, ben oui. Ben, dans le contexte actuel. Là, ben oui. T'sais. Il y a 10 ans, peut-être on n'en aurait pas jasé. Non. Mais aujourd'hui, oui. C'est fait ça. Que les acheteurs, moi, quand ils viennent me challenger sur l'acquisition de mes projets que j'ai à vendre avec plan, c'est ça. C'est quoi mon profit? Parce que le vendeur, il faut qu'il pense que lui, il faut qu'il fasse du profit parce que lui, il a acheté. Il a mis de l'argent pour faire le développement. Exact. Fait que lui, il veut deux profits. Le profit sur le terrain, où est-ce qu'il a mis il a mis de l'argent pour l'acquérir. Puis il faut aussi du profit parce qu'il a réinjecté encore pour développer. C'est ça. Fait qu'il a comme il a fait une création de valeur. Fait qu'il veut Exactement. aller chercher son profit. Exactement. Mais là, il est double dip, lui, là.
Ben oui, mais il double dip, mais quand c'est bien fait, il peut aller le chercher. Parce que si le vendeur se dit, moi, ce terrain-là, je l'ai acheté il y a 20 ans, puis je l'ai payé 250 000. Puis, aujourd'hui, 20 ans plus tard, le zonage me permet d'aller faire un développement d'une bâtisse de 6 étages, par exemple. Ben, le bâtiment de 6 étages, est-ce que je vais aller mettre du béton pour un immeuble de 6 étages ou est-ce que je vais aller mettre un plan pour faire un immeuble en bois et briques? Exact. Tu comprends? Ben, je dirais 6 étages, là, béton, c'est... Je ferais peut-être plus un bois et briques, là. Je ferais peut-être 2 étages en béton, mettons, puis le reste en bois et briques. Définitivement. C'est ça que je ferais. Je pense la même chose que toi. J'ai passé devant un immeuble hier, Terre-Mascouche, puis j'ai été surpris de voir ça, justement. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Tu vois que c'est un immeuble de, je pense que c'est 8 étages. Ils ont fait comme 3 étages béton, puis le reste, c'est tout du bois brique. Puis c'est vraiment brillant, là, parce que tu diminues tes coûts, là. Tu diminues tes coûts, puis tu offres un immeuble de quand même très bonne qualité à l'acheteur. Puis, encore là, tu sais, peut-être toi et moi, on aimerait du béton et du bois et brique parce qu'on se dit c'est bien plus solide, ça a bien plus de valeur. On pense à la longévité, la viabilité de l'immeuble. Moi, je pense à l'insonorisation surtout. Là. Aussi. Mais l'investisseur qui va mettre ça en locatif, penses-tu qu'il veut du béton sur 3 étages? Ben non. C'est ça. Fait que toi, tu achètes un terrain, tu fais des plans, il faut que tu penses au futur de ce terrain-là quand tu fais tes plans. Si tu fais tes plans pour un terrain dans un secteur qui n'est pas encore urbanisé, je te donne un exemple, on s'en va dans les cantons de l'Est ou on s'en va à Baie-Saint-Paul, à Baie-Saint-Paul ou des endroits comme ça, puis le zonage, mettons qu'il te le permettrait. Mais j'irais pas mettre des plans pour un immeuble en béton. Parce que mon produit, même s'il est beau, même s'il est parfait, même si je vends mon terrain avec un excellent prix, ben le développeur qui va venir me voir, il va me dire, Sophia, ton prix est bon, tes plans sont très beaux, mais moi, ça vaut pas la peine pour moi de le bâtir parce qu'il est où mon profit? Surtout dans le contexte actuel où est-ce que les coûts de construction ont augmenté. Bon, c'est vrai qu'ils ont rebaissé un petit peu ces derniers mois parce qu'à un moment donné, c'était rendu très, très haut, mais le contexte actuel avec les taux d'intérêt qui sont pas très stables, avec les coûts de construction, main-d'œuvre, l'indisponibilité aussi de la main-d'œuvre. Ouais. Il y a un manque de main-d'œuvre, puis on va pas se le mentir. Fait que le développeur, c'est qui prend le plus de risques, tu penses? C'est le vendeur qui vend le terrain avec les développements ou est-ce que c'est l'acquéreur qui va mettre tout l'argent pour développer le projet? Moi, je le vois, c'est l'acquéreur. Les acquéreurs, ils calculent, puis ils recalculent, puis avant de déposer une offre, là, ils ont checké si ça marchait. Là. Exact. T'sais. Fait que c'est ça qui fait en sorte que le développement de terrain, la vente de terrain, c'est toute une stratégie. C'est pas uniquement vendre un terrain. Puis un courtier immobilier, c'est pas non seulement quelqu'un qui va vous aider à vendre et à acheter, mais c'est aussi un conseiller. Parce que moi, j'ai des clients auxquels je parlais l'année passée, puis je leur demande, faites un changement de zonage, subdivisez vos terrains quand c'est nécessaire. Faites une subdivision, avancez le projet, parce que si on le vend tel quel, on va pas pouvoir aller chercher non seulement une bonne vente, mais non seulement on n'aidera pas plus un acquéreur, parce que l'acquéreur aura beaucoup de travail à faire. Ouais. Ça va dépendre aussi de l'acquéreur. Il y a des acquéreurs qui me disent, nous, Sophia, on veut des terrains bruts. On veut qu'il n'y ait rien qui soit fait. Dans certains cas, il y a des terrains qui valent la peine. Mais si tu me dis, j'ai un terrain à Laval, OK? Puis j'ai la bâtisse d'à côté empiète sur mon lot, puis moi, j'ai comme 2 lots, puis il y en a un qui est la ligne mitoyenne, je l'ai eu ça à Montréal, à Rosemont. La ligne mitoyenne est pas droite, la ligne mitoyenne est en diagonale parce qu'il y a eu une erreur dans le passé de l'arpenteur. On est à Rosemont, on veut aller chercher la pleine valeur du produit. On a une bâtisse à l'arrière du terrain, puis on a 2 lots, une bâtisse à l'arrière du terrain et une ligne mitoyenne qui est en diagonale. Donc, si je fais la vente d'un des terrains, le deuxième terrain, là, où est-ce que la ligne est en diagonale, ne sera pas vendable. Ben non, c'est sûr. Tu comprends? Fait qu'on est là pour les conseiller pour le futur. Parce que non seulement ils vont aller chercher un meilleur profit dans leur vente, mais les acquéreurs vont aussi faire un bon profit à l'acquisition et au développement. C'est une bonne réflexion que tu as parce que, dans le fond, nous, on connaît le comportement des acheteurs dans le marché puis les attentes de ces gens-là. Puis c'est souvent ça que je leur dis aux gens.
là, mettons, quelqu'un qui veut vendre un projet sur plan ou quoi que ce soit, j'ai dit, t'es rendu où dans tes plans? Tu sais, parce que c'est ça, comme on a dit, ta vision est bien belle, là. Mais t'as-tu pensé à l'acheteur qui va l'acheter, que lui va vouloir se financer, je sais pas moi, pH Select, blablabla, efficacité énergétique. Il y en a un moment donné, il dit, non, dis-moi, je mets des climatisés normales, là. Tu sais, il est zéro en connaissance de ce que nous, des nouvelles tendances, tu sais. Oui. Puis c'est ça. Fait qu'il a fallu. Il était pas content là, quand j'ai dit ça. Là. Parce que là, il dit ouais, mais là, il faut que je refasse mes plans, ça va coûter plus cher. Exact. Je dis, ouais, mais tu veux le vendre. Fait qu'il faut qu'on travaille avec l'acheteur là, qui va l'acheter. Là. Exact. Tu sais. Ça, je l'ai vécu sur une autre transaction où est-ce que j'avais un propriétaire qui était en train de développer des immeubles résidentiels. Fait que lui, il achète les terrains, puis il développe des triplex, des quatreplex à Montréal. Puis, juste avant que ça se fasse, j'ai dit, tes lots sont contigus. Veux-tu bien, s'il te plaît, faire des plans où est-ce que tes immeubles vont être collés? Il dit, peut-être que c'est pas nécessaire. Premièrement, tu vas économiser avec les coûts de construction parce que tu vas avoir un mur mitoyen et non 2 immeubles séparés. Ouais. Deuxièmement, 2 triplex contigus donnent un sixplex, qui veut dire qu'on peut le financer en commercial. Exact. Qui veut dire que tu vas aller chercher une vente plus rapide qu'un autre. Qui veut dire que l'acheteur va pouvoir aller faire un financement commercial et non user de sa portion de sa capacité d'emprunt personnel. Fait que ça, c'est des petits trucs que beaucoup de développeurs aguerris aujourd'hui au Québec, ils vivent en conséquence de ces choses-là, puis ils ont appris, puis ils connaissent et tout ça. Mais quelqu'un qui commence à développer, quelqu'un qui a de l'argent, puis j'en vois des développeurs qui font des développements, puis ils se rendent compte de l'erreur plus tard. Ouais, c'est ça. Je vous donne un autre exemple. Actuellement, je suis en train de signer un contrat pour un 300 portes. OK. Puis, un 300 portes, le propriétaire, il a été smart. Il a rechangé ses plans après avoir eu l'approbation de la ville parce qu'il a pensé à l'efficacité énergétique, puis il a pensé aussi au point que l'acheteur va pouvoir aller acheter pour un financement à pH Select. Fait qu'il il a dit, c'est correct, ça va me prendre 4 mois de plus, ça va me coûter un autre 50 ou 80 000 $ avec les architectes, mais ça va valoir la peine parce que je vais pouvoir les récupérer. C'est ça. Tu sais? C'est des choses comme ça qui font que le terrain, c'est un petit peu le départ. C'est le point de départ de tout. Aujourd'hui, c'est un terrain. Demain, il est développé. Après-demain, c'est un multilogement. Exact. C'est un immeuble que je vais vendre peut-être dans 5-10 ans. Exactement. 20 ans. Exactement. Aujourd'hui, toi, Sam, tu vends un terrain à Laval. Mettons, un beau terrain sur Curé-Labelle. Dans 10 ans, t'en as-tu? Oui, c'est ça. Il en reste des terrains sur Curé-Labelle? Il y en a, là. J'en ai vu. Il y en a un à Sainte-Rose. Ouais. Des années qu'il n'y a rien qui s'est bâti là. Ça se peut. On en jasera. On en jasera. Ouais. Mais tu vas vendre ce terrain-là, toi, aujourd'hui. Dans 10 ans, l'acheteur, il t'appelle, il dit, Sam, je veux vendre mon immeuble. Il te revient. Fait que toi, tu as vendu le terrain quand il était brut. Ouais. L'acheteur l'a construit. Il a utilisé l'immeuble pour 10 ans. Il l'a gardé en gestion. Il a pris les fruits de tout ça. 10 ans plus tard, il t'appelle, il dit, Sam, je veux vendre l'immeuble. Si jamais il y aurait eu une erreur 10 ans plus tôt dans le développement qui ne se serait pas adapté au futur de l'immobilier, 10 ans plus tard, quand tu vas avoir l'immeuble à vendre dans tes mains, tu vas vivre avec les conséquences de cet immeuble-là pour pouvoir aller chercher une vente. Puis des fois, il y a des handicaps. Des fois, il n'y en a pas, mais des fois, il y a des plus-values. Qu'est-ce qu'on préfère? Avoir des plus-values sur notre immeuble ou avoir des handicaps? C'est ça qu'il faut penser. Un immeuble qui est construit là, sans, je te dirais, mettons, efficacité énergétique, par exemple, comme tu disais il y a quelques minutes, quelqu'un qui va mettre juste un climatiseur là, dans ses fenêtres. Versus quelqu'un qui va avoir fait l'installation pour mettre des thermopompes ou des airs climatisés centraux avec des systèmes à air pulsé, par exemple. Ouais. Lui, dans 10 ans, là, il est encore in, cet immeuble-là. Exact, oui. Mais celui qui le bâtit aujourd'hui puis qui ne met pas ça puis qu'il dit, moi, je vais économiser là-dessus, là, ça coûte bien trop cher que je fasse installer ça, dans 10 ans, là, il va le regretter. Ah oui, il va le regretter, c'est sûr. C'est ça le terrain, fait que... C'est bon, tabarouette.
C'est ça. Jess, elle m'a dit, prépare-toi pas, Sophia, please. Voilà. Ben, tu vois, je pense qu'il n'y a rien de ce qu'on a, genre, à slash préparé qu'on a fait. Hein, on l'a fait, mais on le fait, ça coule, puis c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je fais un podcast. C'est pour donner, justement, c'est pour que ça coule, puis que les gens ils voient ça comme une discussion. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est ça qu'on fait tous les jours, c'est qu'on discute autour d'une table, puis on parle de nos connaissances, de ce qu'on connaît, puis c'est ça que je veux faire, c'est de donner de la valeur à nos clients, à notre auditoire. Exactement. Dans toutes nos niches. Moi, j'en fais du terrain, bien sûr, mais je fais bien sûr, plus de multilogement. Puis toi, ben, je vois que tu développes une belle niche dans le terrain, fait que on peut juste s'aider là-dedans. Là, ben oui. Puis écoute, avec la force de collectivité qu'on a, nous, chez PMML, c'est magique. Ah oui, c'est magique, fait qu'on peut juste s'aider. Tu sais, moi, je fais beaucoup de terrain, mais je fais aussi du multilogement. Ouais. Fait que, tu sais, mettons qu'on va arriver dans on sait pas, 2 semaines, 3 semaines, on va se faire une transaction multilogement, terrain, développement. C'est du cross-referencing. Exact. Puis c'est un beau cadeau parce que on échange nos connaissances, on échange aussi nos conseils pour nos clients. Puis ça, je pense que c'est un plus-value en tant que courtier immobilier à faire, surtout dans le marché actuel où est-ce que les investisseurs, les acheteurs, les développeurs, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin des gens qui sont au courant de ce qui se passe sur le marché. Exact. Puis ils ont besoin des gens comme nous qui sont dans l'action, qui vont pouvoir leur revenir avec les commentaires du marché. Moi, je vois la différence dans notre expertise qu'on a dans l'intérieur de l'agence chez PMML parce que, justement, on est toujours en constante, comme tu dis, en constant échange sur toutes nos connaissances. On fait des masterminds, puis on a un gros avantage, puis ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on a le département hypothécaire en collaboration avec nous autres. Oui. Puis, même si du terrain, ça s'achète souvent en cash, tout le monde, au final, veut bâtir quelque chose dessus avec du financement. Puis, on a besoin de connaître le financement, on a besoin de connaître toutes les tendances du marché, tout ce qui se passe au niveau bancaire, au niveau... fait que ça nous donne une gros avantage. Là. Ben oui, définitivement. Puis aussi, quand on parle quand on parle de conseils pour nos clients, il y avait une question qu'on avait jasé un petit peu tantôt. Ouais. C'est quoi l'outil? C'est quoi l'outil? Oui, c'est quoi l'outil que tu as besoin? C'est quoi le meilleur outil dans ta valise investisseur immobilier? C'est quoi l'outil que tu choisirais? Moi, le meilleur outil, c'est de s'entourer de professionnels. Je vais te dire pourquoi. Quand tu magasines un char, tu ne vas pas demander ça à ta coiffeuse. Ben non. Quand tu veux te faire coiffer les cheveux, tu ne fais pas faire ça par ton mécanicien. C'est sûr que non. Fait que c'est s'entourer de professionnels. C'est le meilleur outil qu'on peut développer quand on veut commencer en développement de terrain ou qu'on veut aussi monter sa coche dans le développement de terrain. Ouais. Ça s'applique pour les développeurs les plus aguerris comme les petits développeurs parce que plus nos projets augmentent, plus nos projets, on passe de 200 portes à 1200 portes, plus on a besoin d'avoir des meilleurs outils. Puis moi, les meilleurs outils dans le développement de terrain, c'est les professionnels avec qui on fait affaire. C'est l'urbaniste, c'est l'architecte, c'est le courtier immobilier avec qui tu fais affaire, c'est le courtier hypothécaire avec qui tu fais affaire. Parce que plus tu te munis d'une équipe performante, d'une équipe qui va pouvoir être là pour tes projets, plus tu vas pouvoir te concentrer sur ton but initial, qui est le développement de ton terrain. Fait que c'est mon outil. Plus ton projet va être optimal aussi. Là. Ben oui, ton projet va être optimal, puis ces gens-là ont une expertise dans leur domaine. Et puis, ils ont les connaissances qu'un développeur n'a pas nécessairement. C'est sûr que le développeur, lui, il connaît pas mal de choses dans plusieurs branches en immobilier. Bien, je pense qu'il connaît le processus d'un développement. Il sait qui ça prend. Il sait que ça y prend son urbaniste, ça y prend son architecte. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est que tous ces gens-là, il faut qu'ils se parlent tous ensemble. Là. Exactement. Ça prend quelqu'un, ça prend comme un chef d'orchestre qui dit « Attends un peu, là, toi, as-tu fait ça? Moi, j'ai besoin que toi, tu fasses ça parce que ça prend ça. » Exact. Puis là, ça coordonne tout ça. Puis à un moment donné, ça sort de quoi? De mongol au bout, là, de fou. Là. Exact. Tu sais? Fait que c'est ça le meilleur outil pour moi. En tant que quelqu'un qui est dans le marché, dans l'action du terrain, munissez-vous de professionnels. Voilà. C'est
montez-vous une équipe parce que cette équipe-là, ça va être votre combinaison gagnante. C'est clair. Ouais. Fait qu'on a fait... écoute, ça va vite, là. Je pensais manquer de temps, mais je te garantis qu'on en a juste pas assez. Justement, je suis rendu à le moment de la question de l'invité d'avant. Je demande toujours à l'invité d'avant de poser une question, puis toi, même chose, je veux que tu poses une question au prochain invité. Et puis, juste me rappeler la question de l'autre invité d'avant, qui était Nick Slobodinuk. Ah oui, c'est ça, Nick, ouais, c'était bon la question. Parce qu'il te voit aller, puis je pense qu'il te connaît un petit peu là, dans la façon dont tu travailles, puis tout avec tes clients. Puis je pense qu'il voulait savoir, en fait, de toi, c'est quelles sont les 3 choses, ça peut être 1, 2 ou 3, là, mais tu sais, 3 choses les plus importantes pour toi quand tu connectes avec quelqu'un au téléphone. Que ce soit au téléphone, mais tu sais, exemple, ouais, c'est ça. C'est quoi les choses? Je sais pas si je l'exprime bien, la question, là, mais c'est ça, les 3 choses lesquelles que tu connectes, que tu sais que tu as besoin pour connecter avec la personne de l'autre bord, pour avoir un genre de hook. OK, je comprends la question. C'est plus comme comment tu fais pour bien pouvoir communiquer avec la personne à l'autre bout du fil. Ouais, c'est ça. C'est quoi les 3 choses qui font conducteur. Que tu puisses bâtir le fil conducteur? Ouais, exactement. La première des choses, quand moi je suis au téléphone avec les clients, que ce soit un nouveau client, quelqu'un que je prospecte ou que ce soit un client que j'ai déjà, j'écoute tout le temps l'intonation de leur voix. Parce qu'elle me parle, elle va me dire c'est quoi qui se passe dans sa journée. L'intonation d'un client, ça peut être de n'importe qui. Ça peut être ton voisin, ça peut être un de tes vendeurs, ça peut être un acheteur, ça peut être quelqu'un que tu prospectes. Elle en dit vraiment beaucoup. Fait que tu peux déjà comprendre s'il est sur un mood où est-ce que tu vas pouvoir jaser, s'il est content, s'il est en vacances. Ça va te dire s'il est stressé, s'il a passé une mauvaise matinée. Fait que je pense que l'intonation, c'est mon best bet. C'est la chose que j'écoute le premier. Okay. La deuxième chose, c'est que pendant que la personne me parle, qu'importe le sujet, je vais essayer d'écouter. Parce que l'écoute, c'est très important pour les gens. Parce que les gens vont se rappeler que tu les as entendus. Quand ils vont t'expliquer quelque chose ou ils vont te raconter quelque chose, un petit détail. Tu sais, juste, excuse-moi, Sophia, il y avait mon chat qui était là. Ben, le fait, là, c'est une niaiserie, là. Mais le fait que tu t'en aies rappelé qu'elle a un chat. Fait que plus tard dans une discussion, on est en train de discuter, on vient de recevoir une promesse d'achat, je la présente à la vendeuse, par exemple. Je prends l'exemple d'une femme, puis je présente l'offre d'achat, puis on jase, puis on jase, puis on jase. Puis le fait que je vais retirer, tu sais, puis tu verrais-tu, je sais pas moi, tu verrais-tu la situation bien aller si tu vends puis tu déménages? As-tu pensé ton chat s'il va aimer ta nouvelle maison? Juste des choses comme ça. C'est des petits détails que, en écoutant les gens, on se rend compte qu'on va apprendre sur leur vie. On va apprendre, elle a un chat, elle a un char. Elle a développé un projet de 12 unités. Ouais. Elle a bâti un immeuble il y a 25 ans avec son père puis sa mère. J'ai eu un client on a mis en vente son terrain, qui a une érablière sur le terrain. Puis je pense que c'est juste la maman qui me l'a dit une fois. La première fois que je les avais rencontrés, puis moi, je m'en suis rappelé qu'il y avait une érablière. Puis pendant une transaction avec ces vendeurs-là, j'avais reçu une offre d'achat, puis j'avais mentionné au vendeur, en présentant l'offre, avez-vous pensé à votre récolte de sirop d'érable avant qu'on accepte l'offre? OK. Parce que ça va rentrer dans les conséquences des conditions de l'offre d'achat. Ben oui, c'est ça. Puis ils ont fait, on pensait pas... Parce qu'il y avait une école, eux autres? Il y avait l'érablière, puis dans l'érablière, il y avait une école... Non, il n'y avait pas d'école. OK. C'était une érablière privée qui leur appartenait, mais étant donné que quand on a... Tu dis récolte ou école? Récolte. Ah, j'ai compris, école. Il y avait une école. Non, la récolte. Ben oui. Parce que les terrains qui ont des érabliers, une érablière, tu es obligé de faire la récolte à la saison des sucres. OK. C'est une loi. Ouais. Ouais. OK. Tu m'apprends quelque chose. Oui. Puis l'acheteur, il voulait acheter
pendant cette période-là. Fait que la date d'occupation allait jouer dans ça. Fait que j'ai dit, avez-vous pensé à votre récolte de sirop d'érable? Puis là... Qui va faire la récolte? C'est un peu qui va collecter le loyer. Ouais, c'est ça. On fait ça avant le début du mois ou après le début du mois, mais là, c'est avant ou après la récolte. C'est ça. Fait que c'est des petits détails. C'est très bon. Il faut qu'on écoute les gens. Ça, c'est ma deuxième... D'où l'importance d'être... Tu regardes ça, le professionnel dans la transaction. Eux autres, mettons, ils auraient dit, let's go, on vend, puis... ça aurait passé... ça aurait pu faire un problème dans la transaction. Là. Ben oui. Ça aurait pu bloquer au notaire. Ben oui. T'sais? Ben oui, ça aurait pu. Ça aurait pu créer un capharnaüm. Puis si l'acheteur aurait déjà déployé des dépôts, des déboursés pour des développeurs pour bâtir que lui ça. reçoit une amende parce qu'il n'a pas récolté ou je ne sais pas comment ça fonctionne dans ce domaine-là. Mais... Exactement. Fait que ça aurait pu faire ça. Fait que c'est écouter. Ça, c'est mon deuxième point. Puis ça, c'est quand je connecte avec les gens. Moi, je les écoute. Puis je m'en souviens. J'ai une bonne mémoire. Mon troisième point, je te dirais que je mets les gens à l'aise. C'est un petit peu une chose que je pense que j'ai de façon innée. Je mets les gens à l'aise. Je mets les gens à l'aise. C'est vrai. Je me suis tout le temps senti bien à l'aise avec toi. Tu là, ça coule super bien. C'est ça. Fait que c'est mes 3 points pour connecter avec les gens. Génial. J'en prends note. Merci. Prenez ça en note. Dis-moi, quand le téléphone rentre, c'est une promesse d'achat. Oui. Combien que je fais l'offre? 3,7 millions. Ouais. Téléphone sonne. OK. Fait que donc, mon prochain invité, fait que c'est le même principe. Mon prochain invité, c'est Jean-Charles Goyesh. Et puis, as-tu une question pour Jean-Charles? Ben oui. Jean-Charles qui a Rebelle Hôtel, Rebelle Studio. Il est dans toutes sortes d'investissements. C'est un beau parcours. J'ai hâte de l'entendre. Jean-Charles, je ne savais pas que tu étais l'invité juste après moi, mais j'ai déjà une question qui, je pense, répond bien aux attentes de la personne que tu es. Donc, ma question, c'est quelles sont les plus grandes réussites en immobilier dont tu es fier? Nice. Prendre ça en note. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réussites. Oui, fait que je pense que ça colle bien. dont tu es fier. Merci beaucoup. Good. Fait que merci beaucoup, Sophia, d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Vraiment. Beaucoup de contenu sur le terrain. C'est très d'actualité. Je pense qu'on est dans un ère où je le vois, là, le développement de terrain, il y a un gros boom qui s'en vient à ce niveau-là. Oui. On a eu d'autres booms, mais je sais pas. J'ai vraiment là. C'est sûr qu'il y a une demande en logement, fait que puis il y a une demande en densification. Donc, on est dans un ère où il faut développer le terrain, puis ça peut être pas juste des nouveaux terrains, là, c'est aussi redévelopper ce qu'on a déjà. Là. Définitivement. Il y a une demande sur le marché actuellement pour pouvoir continuer à développer. On a un grand pays, hein? Fait qu'on a du terrain, on a de l'espace. Fait qu'on a cette demande-là, puis on a aussi la possibilité de pouvoir créer l'avenir avec le terrain. Fait que moi, je sens qu'il y a un boom actuellement. Je ressens le besoin des acquéreurs d'avoir des terrains bien placés, d'avoir des terrains bien développés. Donc, c'est comme, je dirais, avec ce boom-là, j'aimerais beaucoup que les développeurs, les vendeurs pensent à demain. Ils pensent à comment ils vont faire leur stratégie pour développer leur terrain, pour pouvoir les revendre. C'est vraiment ça que j'aimerais. Parce que ça va créer une synergie vendeur-acheteur. Parce que c'est bien avoir un boom, mais quand on a un boom sans pouvoir nécessairement avoir du produit qui va répondre aux besoins du boom, c'est pas nécessairement un boom qui va pouvoir continuer. Non, ça va être temporaire. Fait que il y avait ce point-là sur le terrain, puis je pense définitivement que le marché du terrain, c'est un marché qui n'a jamais arrêté de bouger. Depuis que l'immobilier a existé, hein, le terrain, ça s'arrêtera juste jamais. On en a juste tout le temps besoin. Tout le temps. Good, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Samuel. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, abonnez-vous et allez voir ça sur pmml.tv. Il y a plein de contenu. Ça va être super intéressant.